pigeonner. Je vais vous dire pourquoi. Parce que si on rentre dans cette discussion et qu'on accepte, je ne voudrais pas qu'en fin de discussion, et si cette loi, parce que ça va être une des clés de la décision qui va se prendre au Sénat, et si cette loi passait au Sénat dans le vote ultime, je ne voudrais pas qu'après on nous dise l'article 3 de la Constitution rend la discussion qui a amené à un vote positif négative, puisque la règle plus 20, moins 20 est incontournable. Merci de votre attention. Merci, mon cher collègue. Monsieur Adnot. Bien, mes chers collègues, l'article 2 est important puisque ça fait déjà un certain temps qu'on est dessus. J'espère que ça servira aussi d'argumentaire pour les amendements et pour explication de vote. Sinon, ça va durer encore quelques jours. Je voudrais dire à ceux qui seraient tentés de ne pas voter l'article 2 que la conséquence en serait que ce serait l'Assemblée nationale qui déciderait du mode de scrutin pour les conseils généraux. Et que donc, ils devront bien réfléchir avant de se dessaisir de cette responsabilité. Je voudrais dire à ceux qui nous disent que nous n'avons rien proposé, que dans cet article 2, personnellement, j'ai proposé, et je note qu'un certain nombre ont rejoint cette position, c'est que nous pouvons parfaitement avoir un système qui nous fasse de la proportionnelle en milieu urbain, en communauté d'agglomération, je propose à plus de 100 000, et qu'on en reste dans le système actuel, même remodelé, pour les parties où la population est moindre. Je voudrais dire que je trouve qu'on fait des reproches au texte qui nous est proposé qui sont irréalistes, qui ne sont pas convenables. On fait semblant de dire que dans les deux élus, il y en a un qui aurait la priorité sur l'autre, mais non, pas du tout. Qu'il serait nécessairement tenu de toujours voter pareil, mais pas du tout, dans aucune assemblée. N'importe quel système d'élection nous laisse, et c'est heureux, libres de nos choix. Et la plupart du temps, dans nos conseils généraux d'ailleurs, dans le mien en tout cas, à 95%, les décisions sont votées à l'unanimité, quelle que soit l'appartenance politique. Et donc, il faut arrêter de faire croire que le texte qui nous est proposé, j'ai entendu abracadabrantesque ou je ne sais pas quoi, mais ce texte, il est tout à fait respectable. Personnellement, je préfère celui que je vais proposer tout à l'heure, mais si l'amendement que je vais défendre n'était pas retenu, je voterai ce texte parce qu'il est meilleur que le texte auquel finalement on pourrait avoir si jamais vous laissez à l'Assemblée nationale de soin de décider à notre place. Merci, mon cher collègue. Madame Prima. Merci, Monsieur le Président. Je suis, Monsieur le Ministre, pardon, mes chers collègues, je suis, vous savez, plutôt une nouvelle sénatrice, puisque je suis dans cet hémicycle depuis septembre 2011. Et je dois vous dire que j'ai été ce matin assez atterrée de certains propos qui ont été tenus dans cet hémicycle, propos quelquefois bien maladroits, voire inacceptables de certains, mais aussi par certaines réponses, j'allais dire, de passion et de passionnariat qui ne servent peut-être pas le genre féminin. Aussi, je voudrais juste, dans cette intervention, appuyer les propos de ma collègue Isabelle Debré. Comme elle, j'étais opposée à la loi sur la parité, au double motif que je considérais que les femmes avaient l'intelligence, l'habilité, les compétences, devrais-je dire, d'arriver aux affaires sans avoir besoin de loi. Peut-être avais-je autour de moi le modèle de Nelly Rodi, à qui je rends hommage, qui était une des premières femmes d'Île-de-France dans les années 60 et qui a été sénateur dans cet hémicycle. Mais je le regrette parce que j'avais probablement, par naïveté à cette époque-là, peut-être sous-estimé l'habilité masculine. Et je dois dire que moi également, je ne serais certainement pas parlementaire aujourd'hui si cette loi n'était pas passée. Le deuxième motif de mon refus de cette loi sur la parité, c'est que je n'aime pas la loi des quotas. Elle me semble en effet sans fin, car enfin, mes chers collègues, sommes-nous représentatifs de la diversité de nos origines, de la pyramide des âges, de nos origines professionnelles, et c'est tout à fait sans fin. Mais mon propos est ici de dire que la parité ne peut pas et ne doit pas être un alibi aujourd'hui
pour passer une loi qui pose moult problèmes. Des problèmes de représentation des territoires, des problèmes de représentation des populations urbaines et rurales, et je m'associe à la fois aux propos de Philippe Dallier et de Christophe Béchu, qui font des propositions très intéressantes et des remarques très intéressantes, des problèmes de proximité, des problèmes de juste représentation des territoires, des problématiques sur l'ordre dans lequel nous passons les lois, et notamment vis-à-vis de l'acte 3 de décentralisation. Alors doit-on réformer ? Probablement, puisque le territoire évolue, mais comme Monsieur le ministre Longuet, je pense qu'il faut avoir une vision globale de l'aménagement du territoire. Mon propos s'arrêtera là, mais je vous le redis avec beaucoup de fermeté. Je ne veux pas que les femmes et que la parité soient un alibi de surface pour permettre une adhésion presque populiste à une loi qui me semble en l'état déstructurante pour la représentativité de nos territoires. Merci, mes chers collègues. Madame Gourault. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, alors je vais commencer par dire que je ne suis pas fan du tout du mode de scrutin proposé par le gouvernement et que j'aurais préféré un scrutin de liste par circonscription législative, c'était ma préférence, qui avait l'avantage de l'ancrage local sur une circonscription, bien sûr que si, l'avantage de la parité et l'avantage du pluralisme. Bon, mais c'est ainsi, ce n'est pas la proposition du gouvernement et je dois bien reconnaître qu'il n'était pas facile de trouver un mode de scrutin qui garantisse, au fond, toutes les données que je viens d'exprimer. Mais c'est vrai que 2 conseillers pour un même territoire, ce n'est pas quelque chose que je trouve formidable, pas plus que je trouvais formidable un conseiller pour 2 collectivités. Car, rappelons-nous, quand même, le conseiller territorial, c'était un conseiller pour 2 collectivités. Parce que j'ai écouté M. Béchu et M. Longuet qui ont rappelé l'un et l'autre qu'il aurait été vraiment très constructif, et j'aurais voté dans ce cas le conseiller territorial, s'il n'y avait plus qu'une collectivité. C'est-à-dire qu'on gardait les découpages administratifs des régions et des départements, et on faisait une seule collectivité. Là, je votais, alors sans arrière-pensée, ce projet, parce qu'on faisait évidemment à la fois des économies de gestion, on simplifiait, je dirais, l'organisation territoriale en France, mais ce n'est pas jusque-là qu'on est allé. On est resté au milieu du gué, en proposant un élu pour 2 collectivités. Je précise au passage, pour ceux qui ont fait les comparaisons, que ça n'est pas la même chose entre la commune et l'intercommunalité, l'intercommunalité n'étant pas une collectivité territoriale, mais un établissement public de coopération intercommunale. Je regrette, et d'ailleurs, je dois dire qu'il y avait beaucoup de blocages ici, de la part, je vais me mettre des ennemis, mais des présidents de conseils généraux, quels que soient les sièges sur lesquels ils étaient, ou les bancs sur lesquels ils étaient, pour évoluer, je dirais, vers une collectivité unique, comme va le faire l'Alsace, ce qui a été rappelé tout à l'heure. Mais je voudrais aussi préciser que dans le monde merveilleux des conseillers territoriaux, je voudrais rappeler 3 choses. D'abord, il y avait une diminution des cantons, à peu près égale à celle qu'on va connaître avec le projet de loi du gouvernement, pour être très honnête. Deuxièmement, on ne connaissait pas plus les limites des cantons qu'aujourd'hui. Je crois que Mme Goulet m'a demandé de rappeler ça, on ne connaissait pas les limites de cantons. Troisièmement, je rappelle qu'aujourd'hui, nous discutons d'un mode de scrutin. Et je rappelle que, sous l'ancienne majorité, bien sûr, le texte avait commencé par être discuté au Sénat, c'était constitutionnel, puisque nous parlions de l'organisation territoriale. Mais que c'est subrepticement qu'on nous avait amené le mode de scrutin à l'Assemblée nationale. Je ne sais pas si tout le monde se rappelle de ça, et que nous avons été mis devant le fait accompli, et si j'ai bonne mémoire, c'est à cause de cette décision qu'il y avait eu annulation par le Conseil constitutionnel. Donc, je veux dire, ce n'est pas la peine, je dirais, quand j'entends
voilà, des collègues de l'UMP, je me dis qu'ils n'ont quand même pas beaucoup de mémoire, n'est-ce pas? Et que, finalement, j'aime autant qu'on discute ici du mode de scrutin à l'Assemblée nationale, au Sénat, pardon, avant que l'Assemblée nationale, comme l'a dit mon collègue Roche tout à l'heure, ne prenne les choses en main. Parce qu'on sait que, quelle que soit la majorité, le mode de scrutin à l'Assemblée nationale, n'est-ce pas, fait que c'est monolithique. Et j'en profite pour dire que j'espère que le président de la République va tenir son engagement d'introduire de la proportionnelle pour les élections législatives. Même si, je vais jusqu'au bout, parce que quand on dit proportionnelle, c'est comme si on prononçait un gros mot. Moi, je suis pour une proportionnelle corrective, c'est-à-dire qui allie à la fois la possibilité de majorité et qui allie aussi la représentativité de tous les courants politiques en France. Je crois que ça serait une manière d'apaiser la vie politique, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais je le précise parce que je sens qu'on va faire des commentaires sur ce que je viens de dire. Ensuite, je ne voulais pas intervenir sur l'histoire de la parité, mais je vais le faire parce que vraiment des propos choquants ont été tenus ce matin sur les femmes. Je n'ai jamais appartenu à des associations féministes ou même pas à la délégation aux droits des femmes. Mais quand même, il faut quand même être sérieux. Et je ne sais pas si vous avez reçu des SMS, mais moi, il y a des assistantes qui sont dans les bureaux en train de regarder la télévision. Et j'ai reçu plusieurs messages d'assistantes, pas des miennes, d'autres assistantes de mes collègues, qui m'ont dit « Madame Gourault, vous ne pouvez pas ne pas intervenir ». Et je crois que c'est vrai. Et tout à l'heure, vous avez dit, Madame, les sénatrices socialistes. Je crois qu'il ne faut pas dire ça. Il faut dire les sénatrices, parce que sur tous les bancs, nous avons été choqués.